Ça fait débat, ça fait débat assez particulier aujourd'hui puisque nous avons la chance d'avoir Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci madame d'être avec nous. Équipe un peu particulière, un peu sous forme de grand rendez-vous d'Europe 1 puisque de mon côté gauche, il y a William T, président du Cercle de réflexion luminaire. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à maître Jonas Haddad. Bonsoir. Président de la Fondation Concorde qui, Camille Chaise, si vous le voulez bien, vont débattre avec vous et vont vous questionner également. D'abord, nous avons eu tout à l'heure dans le journal de 18h les précisions d'Evance Richard, le préfet du Var. Ces migrants, nous a-t-il dit, vont pouvoir rester dans ce centre de vacances transformé en zone d'attente internationale pendant 20 jours. Et après ces 20 jours, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, il faut rappeler que 20 jours, c'est pas décrété comme ça, c'est le droit. C'est un droit très particulier ouais. qui s'applique et effectivement, c'est jusqu'à 20 jours, 26 jours dans des cas extrêmement particuliers. Et ça a de centre de vacances que le nom. C'est surtout un centre d'hébergement qui peut accueillir un grand nombre de personnes, accueillies par le passé des sans-abri, etc. Je dis centre de vacances parce que c'est la structure qui a été utilisée pour accueillir ces migrants. Voilà, nous on dit surtout centre d'hébergement, mais c'est effectivement techniquement un centre d'action sociale. Qu'est-ce qui se passe après ? En fait, tout dépend de ce qui se passe maintenant pour savoir ce qui va se passer après. Je m'explique. Aujourd'hui, on commençait des entretiens individuels avec chacun des 234 migrants pour faire un bilan de leur situation administrative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont rentrés sur le territoire sans être admis sur notre territoire. Donc ils sont dans cette zone d'attente en attente d'une solution qui est individuelle. Et donc ces entretiens sont menés par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, comme ils le font d'habitude lorsqu'il y a des personnes dans ces situations qui arrivent. Ce sont des entretiens assez longs, approfondis. On doit déjà établir l'identité de la personne, sa nationalité, de quel pays elle vient, si elle est mineure, si elle est majeure. Donc il y a beaucoup de déclaratifs, notamment sur la question de la minorité ou de la majorité de l'individu. Alors on pourra y revenir effectivement tout à l'heure. Non, on peut y revenir maintenant. Alors on y revient maintenant. La minorité, effectivement, c'est quelque chose de complexe à déterminer et ça reste un point de difficulté. C'est une compétence des conseils départementaux, même s'ils peuvent être assistés par exemple du procureur de la République pour ce faire. Donc effectivement, la personne peut se déclarer mineure, mais le conseil départemental est dans son droit de réaliser des examens complémentaires. Ça peut être des examens médicaux, par exemple, pour ce faire. On examine les os, en fait. Alors ça peut être les os, les poumons, il y a plusieurs types d'examens, voilà, plusieurs techniques qui peuvent se faire. Il y a aussi des expérimentations qui sont menées, par exemple avec des pays comme le Maroc, où à partir des fichiers de certains services répressifs marocains, on va pouvoir avoir accès à ces fichiers d'empreintes, par exemple, pour vérifier s'ils sont connus des services marocains et vérifier si par rapport aux empreintes. Voilà. Donc il y a plein de dispositifs, mais effectivement, il y a une difficulté, si bien qu'il y a des programmes européens qui sont en train de travailler plus en avant pour essayer de trouver des systèmes qui fonctionnent mieux pour arriver à définir cette minorité. Donc ça reste un point. Pour revenir sur le travail de l'OFPRA qui est en cours, pourquoi c'est du cas par cas ? Parce que ce que va regarder l'Office français de protection des réfugiés, des apatrides, c'est arriver à voir si la personne encourt un risque d'être persécutée dans son pays d'origine. C'est ça vraiment le critère pour l'OFPRA. Et c'est ça qui va permettre de savoir si elle est légitime à demander l'asile ou pas. Et donc, c'est par rapport à cette persécution qu'on peut subir pour des questions religieuses, pour des questions de genre, pour des questions de conviction politique. C'est ça qui est étudié. Et donc, c'est long parce que il y a du déclaratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être un entretien de... Ça peut être un entretien, ça peut être plusieurs entretiens, ça peut être des vérifications complémentaires. Bien souvent, il faut des interprètes dans des langues parfois rares. Le préfet nous disait que c'était assez compliqué la question de la langue là. La question de la langue est un sujet, même s'il y a des plateformes qui sont très bien faites pour accéder à des interprètes. Mais voilà, tout ça prend du temps. Il y a 16 agents de cette OFPRA, de cet office qui ont été diligentés sur place. Donc voilà, c'est le travail qui nous attend dans les jours qui viennent, sachant qu'une procédure accélérée a été initiée et sous 48 heures, jour ouvré, donc d'ici mardi soir, l'ensemble des situations pour instruire ces dossiers, pas pour donner la réponse, mais pour vraiment instruire les dossiers devraient être terminés. Par le commencement. Commentaires ou questions à Madame Chaise, Jonas Haddad. Oui, au-delà des commentaires et de la vision politique et de la pertinence, puisque, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas ici faire de la politique, vous représentez le ministère de l'Intérieur. Ma question est extrêmement simple. Combien, est-ce que vous avez une idée de ça, combien coûtent toutes ces procédures ? Au-delà du fait de savoir ce que ça va nous coûter et l'impact que peut avoir l'immigration sur notre pays,
combien chaque personne qui est là et qui est donc arrivée de façon illégale, avec une autorisation particulière et express, combien ça va coûter ? Alors objectivement, je ne saurais pas vous répondre. Parce qu'il y a pardon, je vous coupe pour compléter la question, interprète, traducteur. J'ai bien compris. Objectivement, je ne suis pas sûre que, au regard de plein de politiques publiques, dont les politiques d'intégration, d'accueil, d'immigration, je ne suis pas sûre que cette opération spécifique coûte très cher. Elle mobilise du monde, c'est sûr. Il y a eu 600 agents de l'État qui ont été mobilisés hier. Aujourd'hui, on commence 600 pour 230 migrants. Bien sûr, parce qu'il y avait des questions de sécurité très importantes. Donc, les agents de renseignement étaient présents, les douaniers, la préfecture maritime. Aussi, hein, il y a l'ordre de Malte. Alors, je ne les ai pas comptés dans les 600. Ouais. Non, mais voilà. Mais oui, il y a des associations. Mais c'est bien normal. Mais l'idée, c'était de mettre le paquet au début de l'opération, surtout de ne laisser rien au hasard sur les questions sécuritaires avec les services de renseignement, avec des CRS, la police aux frontières très présents. Progressivement, et c'est aussi pour ça que cette zone d'attente a été décidée, elle est fermée, elle est sécurisée. Progressivement, c'est à l'intérieur que ça va se passer. 16 agents de l'OFPRA, je ne suis pas sûre que ça soit un coût financier phénoménal. On n'a pas d'idée du coût. J'ai pas d'idée du coup, on est été à l'urgence, mais objectivement, par rapport et au regard de l'ensemble de la politique publique d'immigration, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui coûte le plus cher. Il y a des choses qui coûtent très cher et qui sont très inefficaces. Là ça coûte un peu, mais c'est particulièrement efficace. William T. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est comment on subit davantage la politique d'immigration qu'on l'a choisie, dans la mesure où un bateau arrive et c'est les pays européens qui doivent se mettre d'accord qui accueille le bateau ou pas. Est-ce que dans les termes à venir, avec la géopolitique par exemple de quelqu'un comme Vladimir Poutine ou des empires, ils ne peuvent pas déstabiliser notre continent juste en envoyant des bateaux, en incitant davantage à l'immigration, dans la mesure où on sait que maintenant Wagner est présent en Afrique, et c'est un premier point. Le deuxième point que j'ai comme réflexion, c'est que une fois qu'on a décidé de les accueillir, est-ce qu'on n'encourt pas toujours un risque terroriste dans la mesure où on contrôle a posteriori plutôt qu'à priori? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver plutôt des endroits d'accostage qui soient pas par exemple sur la métropole ou sur des territoires dits éloignés, ou mettre en place éventuellement des hotspots dans des territoires africains ou au Moyen-Orient par exemple? Alors, j'ai pas une lecture géopolitique globale. Hein. Moi, je suis avant tout du ministère de l'Intérieur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un droit international qui a été créé pour répondre à ce type de situation. Le droit international qui a refusé d'appliquer l'Italie. Et c'est là la difficulté du départ. Et la Libye. Parce que ça fait 4 pays qui ont refusé d'appliquer le droit. Le droit international, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que quand il y a un secours en mer par rapport à un bateau dans cette situation, ça doit être le port le plus sûr et le plus proche qui doit le prendre, ce qu'a refusé de faire l'Italie. Il y a eu des négociations diplomatiques avancées, dont je n'ai pas l'ensemble des connaissances pour les développer, mais qui a nécessité que la France prenne ses responsabilités et accueille ce bateau. C'est dans ces circonstances ce qu'a été menée cette opération. Si on compare un tout petit peu à d'autres situations qui se sont passées il y a quelques années, par exemple l'Aquarius, qui a dû de façon finalement assez similaire en 2018 accoster en Espagne, c'est le seul bateau qui a accueilli l'Espagne dans cette situation depuis cette date 2018. Donc on voit bien, alors voilà, j'ai pas une fois de plus les compétences pour développer sur les évolutions géopolitiques récentes, mais on voit bien que ce droit international fonctionnait jusqu'ici. On voit aussi aujourd'hui que l'Italie reste très isolée. On a une Europe finalement qui a tenu, avec 11 pays qui ont bien voulu et qui ont donné des garanties pour accueillir ces demandeurs d'asile qui se présentent chez nous. Donc au final, la charge, j'allais dire, pour la France sera au maximum de 60 à 70 demandeurs d'asile. Donc on voit bien que ce droit fonctionne. On n'accueille pas les bateaux en urgence, sauf à titre très exceptionnel qu'on a fait aujourd'hui. Par contre, on se répartit l'accueil des personnes et des demandeurs d'asile. Sur votre deuxième question, qui est peut-être pour moi la plus importante, à savoir la sécurité, moi j'étais à Toulon les 48 dernières heures, et c'est la première fois que je voyais dans des dispositifs d'accueil de ce type les services de renseignement aussi présents. La DGSI pour ne pas la nommer, des services de renseignement territoriaux aussi. Il y avait parmi les nationalités déclarées des personnes, par exemple des Syriens ou d'autres pays. Et quand on sait effectivement les risques sur ces pays, sur certaines personnes, sur les risques terroristes, disons-le. Et c'est pour ça que la DGSI était présente. Des enfants aussi qui ont pu soit participer, soit voir, soit être dans des circonstances de guerre. C'est très important que la DGSI, les services de renseignement fassent de ce travail. Et c'est pour ça que sur la base navale qui était fermée aux journalistes, d'ailleurs hier, le travail a été finalement très lent, mais lent à juste titre pour faire ce travail de fond
rien objectivement n'a été laissé au hasard sur ce sujet-là. Jonas Haddad. Alors moi j'ai une question concernant 4 pays qui ont refusé l'arrivée de ce bateau qui, selon le droit maritime, devait l'accueillir, puisque le bateau, il n'est pas resté immobile, il a traversé. 20 jours en mer, mais Ouais, effectivement, il a traversé le Voilà. Donc, vous évoquez l'évolution d'une politique en Italie, la Libye, pas d'évolution politique, la Tunisie, pas d'évolution politique, pas de gouvernement néofasciste en Tunisie, pas de gouvernement néofasciste non plus à Malte, qui est également membre de l'Union européenne, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on entend les arguments concernant l'Italie, même s'ils étaient différents en 2018. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas réussi à convaincre ces 3 autres pays, dont un pays de l'Union européenne, à accepter ce bateau selon le droit maritime international? Alors ma réponse va être très simple, je ne suis pas diplomate et je ne connais pas les négociations qui ont été menées. La prochaine fois, vous viendrez avec la porte-parole du ministère du Quai d'Orsay ou du ministère des Affaires étrangères, sera enchanté de vous répondre. Et qui pourra répondre. William Tay. Moi j'ai 2 questions sur la politique d'immigration. La première, c'est la question de la pertinence de maintenir Dublin 2, dans la mesure où en fait ce sont les pays dits du Sud qui sont en charge si par cas un bateau arrive ou si par cas une vague d'immigration arrive. Or, ce sont les pays les plus exposés sur le plan économique et qui ont le plus de difficultés à intégrer les personnes. Et donc, du coup, est-ce que c'est encore pertinent de maintenir Dublin 2 dans la mesure où si un bateau accoste en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, comme ce sont les pays les plus exposés, ils vont vraisemblablement les refuser parce que leur modèle économique ne sera pas en capacité d'intégrer ces personnes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il ne faut pas éviter les bateaux comme ça à venir et des éventuelles vagues migratoires dans la mesure où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des endroits instables, en mettant en place le système qu'ont mis en place le Danemark et le Royaume-Uni avec des hotspots pour décentraliser notre gestion de demande de traitance de réfugiés et d'immigration d'asile, notamment dans des pays en ayant des partenariats avec des pays africains, comme au pays du Maghreb ou certains pays qui sont nos pays alliés. Comme ça, les personnes feraient leur demande de dépôt d'asile, non pas en France, sur le territoire métropolitain, ce qui enlèverait des coûts, notamment sur les EQTF, les personnes qui ne rempliraient pas les obligations, mais le faire dans des pays africains ou des pays du Moyen-Orient. Alors là, vous mettez le doigt sur ce qu'a mis en place notamment la Grande-Bretagne, les Anglais récemment avec le Rwanda. Et on voit bien qu'il y a des recours en cours au niveau du droit international, du droit européen, parce que cette perspective finalement de délocaliser, appelons-le comme ça, les demandeurs d'asile ou les personnes en attente vers un pays par ailleurs très éloigné, questionne en termes de droits, de dignité humaine. Donc pour le moment, et à ce jour, c'est pas la stratégie migratoire que prend la France. Sur la question de Dublin 2, effectivement, on voit bien la limite parfois de ce dispositif, et ça fait partie des réflexions que mène actuellement la Direction générale des étrangers en France, et ça pourrait faire partie des choses qui seraient évoquées avec les partenaires européens dans les mois à venir. Donc, en attendant, si je comprends bien, on est allé à l'urgence. On a vu la réaction, et Jonas l'a rappelé, des différents pays, et notamment du pays le plus proche, l'Italie. La question c'est, est-ce qu'on s'attendait à un non ferme de l'Italie parce que Giorgia Meloni était arrivée au pouvoir avec le programme qu'elle avait montré aux Italiens qui l'ont fait élire? C'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, fatalement, ça va nous retomber dessus et on n'aura pas d'autre choix au nom de la dignité, puisque vous avez prononcé ce mot-là, au nom des principes qui fondent également la République française, qui sont les valeurs humanistes, on n'avait pas d'autre choix qu'accueillir ce bateau, et c'est la raison pour laquelle la situation est très différente qu'en 2018. Alors oui, je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accueillir ce bateau à un moment donné. En termes de dignité, d'humanité, il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas faire perdurer cette errance en mer pour les personnes à l'intérieur. Moi, j'étais une fois de plus sur place et donc j'ai vu ces personnes débarquer sans rien, pieds nus, en chaussettes pour des tout petits enfants qui avaient 3-4 ans. Quand on voit cela, on voit bien le niveau de détresse qui existait sur ce bateau-là. Et moi, je suis très fière que la France ait choisi de faire cet acte tout à fait exceptionnel dans les circonstances qu'on connaît. Et je suis aussi très contente de voir la solidarité européenne malgré tout à l'œuvre, même si l'Italie a fait ce choix très incompréhensible. On a quand même cette solidarité européenne qui est active aujourd'hui. Est-ce que l'Italie a fait un choix incompréhensible en sachant qu'elle a accueilli 90 000 migrants depuis le 1er janvier 2022 ?
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà de ce chiffre de 90 000 qui est effectivement très important, mais la Grèce, l'Espagne aussi accueillent un très grand nombre de migrants. Mais géographiquement, cela s'explique. Ils sont la porte d'entrée, j'allais dire, géographiquement plus naturelle que d'autres pays. Au-delà de ce chiffre de 90 000, il faut bien voir que c'est tout l'enjeu de la solidarité européenne et des relocalisations qui ont été décidées par le passé. L'Italie pouvait effectivement être une porte d'entrée plus simple pour les migrants et au-delà de ça, il était décidé en solidarité européenne des relocalisations jusqu'à 3500 par exemple demandeurs d'asile devaient être relocalisés vers la France d'ici l'été 2023. Donc on voit bien que la France prenait aussi la part de sa responsabilité sur ces relocalisations pour aider finalement l'Italie qui n'était pas seule par rapport à cet afflux de migrants. Et par le passé, par exemple, avec la Grèce, quand il y a eu des vagues migratoires d'entrée à Lesbos, cela a aussi bien fonctionné. Donc voilà, faut pas non plus pleurer la situation de l'Italie. Il y avait des mécanismes européens qui fonctionnaient très bien jusqu'ici et la réunion des ministres de l'Intérieur européens qui a été demandée permettra peut-être de clarifier les choses et de repartir sur une solidarité active dans les semaines à venir. Jonas Haddad. J'essaie de recentrer ma question vraiment sur les fonctions de police et les fonctions d'enquête. En 2018, un certain nombre de médias ont révélé que des interceptions téléphoniques avaient été faites par la justice française. Il y avait eu des échanges entre les passeurs et les bateaux des ONG, dans lesquels les passeurs disaient aux bateaux des ONG « approchez-vous, puisque à ce moment-là, on vous fera débarquer des gens ». Deuxièmement, en 2019, la justice italienne a proposé de mettre des officiers de police judiciaire, l'équivalent des officiers de police judiciaire, à bord de ces bateaux pour connaître la vraie situation de chacune de ces personnes. Ma question est la suivante. Pourquoi la révélation de ces enquêtes n'a pas lancé justement des procédures judiciaires ? Et pourquoi ce qu'a révélé cette démarche italienne n'a pas alerté le gouvernement français de dire il y a forcément des risques du fait que ces personnes-là ne soient pas en situation de pouvoir demander le droit d'asile en France ? Camille Chaise. Alors sur les passeurs, je ne peux pas vous répondre directement sur cette affaire précise judiciaire, ça c'est au procureur de la République de s'en expliquer le cas échéant. Mais la lutte contre les passeurs en France, elle est très active et sur toutes nos frontières, pas seulement sur la frontière méditerranéenne, mais aussi par exemple sur la frontière du Calaisis. La lutte contre les passeurs en France, jusqu'ici, c'était géré par un office de la police judiciaire qui comptait une centaine de personnes. À la suite notamment de la mort dans des circonstances tragiques de migrants dans la Manche en novembre de l'année 2020, il a été décidé de renforcer considérablement cet office et donc aujourd'hui on a un office avec beaucoup plus de policiers, plus 50% de policiers qui est beaucoup plus actif et rien que pour l'année dernière ce sont 1500 passeurs qui ont été mis en place. Pourquoi c'est la police judiciaire donc ça mobilise des fonctionnaires, ça coûte de l'argent mais c'est efficace au bout, c'est ça ? C'est efficace non, mais puisqu'on en a pour le coup c'est eux qui les ont mis sur le chaîne judiciaire qui travaille parce que c'est de la filière de criminalité organisée. Il ne faut pas croire que c'est seulement un problème de la France. Il y a des ramifications européennes très importantes et donc ça nécessite... Et compliqué avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, avec les pays du sud de l'Europe. Ça nécessite un travail vraiment de fond qui a été initié, comme je vous le disais, l'année dernière, qui continue. Mais 1500 passeurs arrêtés l'année dernière par les services répressifs, c'est beaucoup et c'est beaucoup plus que les années précédentes. Après, les services de renseignement aussi travaillent sur la problématique que vous évoquez, sur des groupes qui peuvent effectivement venir chercher ainsi à faire passer des migrants. Donc les services répressifs sur l'Ocean Viking, ce que vous nous dites, c'est qu'il est certain qu'il n'y a eu aucun contact entre SOS Méditerranée et des passeurs. Je vous ai dit une fois de plus, sur ce cas précis, je n'ai pas l'ensemble des informations, et d'ailleurs heureusement parce que je ne suis pas habilitée à en connaître. Camille Chaise, question. Imaginons que la France ait dit non. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous seriez venu ce soir dans le studio pour expliquer le non de la France ? Bien sûr que non, je ne serais pas venue parce que c'est pas exactement ma compétence. Moi, je suis venue aujourd'hui parce que j'ai vu sur le terrain, j'explique le oui et surtout j'explique la mobilisation que j'ai vue sur le terrain sous l'autorité du préfet du département du Var. C'est difficile d'expliquer le non, vous êtes d'accord avec moi ? Mais je ne sais pas parce que ce n'est pas ma compétence et je suis pas dans ces négociations diplomatiques qui ont eu lieu. Mais ce que je sais, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est à la fois la grande humanité des services de l'État dans l'accueil de ces migrants et ils en avaient besoin objectivement d'un appui sanitaire, d'un toit sous lequel dormir. Le travail aussi de sécurité
qui a été mis en place pour que, une fois de plus, les études des demandes au cas par cas puissent avoir lieu. Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'avoir été ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup à Jonas Haddad et à William Tay de m'avoir accompagné. Dans un instant, le journal de 19h. Juste après, attention, si vous êtes un homme et que vous tenez la porte à une femme, elle peut vous reprocher d'être sexiste. La dessinatrice et féministe engagée Emma Clit est notre invitée à 19h15. Et puis dans les débats de Panorama à 19h30, la parentalité en question, des pères marchent pour la garde de leur enfant. Les spécialistes sont là pour débattre et nous éclairer. À tout de suite pour le journal de 19h. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement